Washington réunit donc depuis lundi l'élite financière mondiale. Les réunions de printemps 2026 du FMI et de la Banque mondiale rassemblent des décideurs mondiaux qui abordent les défis, justement, comme on vient de le suivre, posés par les chocs économiques mondiaux actuels. Parmi les sujets abordés lors de ces réunions, la dette africaine. La Banque mondiale et le FMI sont les principaux créanciers de l'Afrique, en plus de la Banque africaine de développement, la BAD. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité de la rédaction, Nabil Jlan, professeur de sciences économiques à l'UNCG Tanger. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, pour commencer, avant d'aborder la dette africaine, parlons de l'économie mondiale. En ce moment, selon les dernières prévisions du FMI, la croissance de l'économie mondiale devrait s'établir à un peu plus de 3% en 2026 et même en 2027, soit un rythme inférieur à celui observé ces dernières années. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce ralentissement ? Vous savez, nous avons démarré l'année avec un ton optimiste. Nous avions quand même des conditions de financement très favorables, avec des taux d'inflation qui sont plus ou moins maîtrisés, avec un prix du baril de pétrole entre 60 et 70 dollars le baril. Et donc, tout était optimiste pour une année, on va réaliser une croissance favorable. Le problème qui s'est réalisé, c'est justement ce problème de guerre en Moyen-Orient. La guerre a quand même mis des pressions sur le marché de l'énergie et de matières premières de façon générale. Donc, si on prend le pétrole, principale source d'énergie comme exemple, le prix est passé de 65 en moyenne en janvier vers 119, un peu plus que 119 en fin mars. Puis après les négociations, le déclenchement des négociations a baissé à 94 dollars, puis remonté à 107, puis rebaissé vers les 96. Tout ça a créé, a renforcé l'instabilité, un climat d'instabilité, de méfiance de la part des investisseurs et a augmenté les pressions inflationnistes anticipées. Et par conséquent, donc, les pressions sur l'inflation ont rappelé quand même la période qu'on a traversée en 2022, la stagflation. Donc, les investisseurs et les agents économiques ont peur qu'on revienne encore une fois ce phénomène rare économique qui est la stagnation de l'activité réelle et l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Ceci a augmenté les anticipations des taux, donc a provoqué une détérioration des conditions de financement dans un contexte où les pays sont déjà très endettés. Donc, nous avons la guerre, les problèmes de guerre, mais également les taux élevés et la volatilité des capitaux, parce que la méfiance va créer une certaine orientation des capitaux vers les marchés où on a quelques quand même refuges. Notamment, on a vu comment le prix de l'or a augmenté, passant la barre des 5600. Maintenant, on est aux alentours de 4750 dollars l'once d'or. Mais cela explique quand même que le Fonds monétaire international a révisé à la baisse ses prévisions de 3,4% pour 2025 à 3,1%. Il a révisé aussi pour le 2027 et il a augmenté ses prévisions pour inflationnistes. Et donc, tout ça a créé cette situation de méfiance au niveau international. Oui, une conjoncture qui freine la croissance, notamment dans les économies émergentes qui subissent de plein fouet les conséquences de cette guerre au Moyen-Orient, la volatilité des prix et des capitaux. Pourquoi justement ces économies émergentes dominent aujourd'hui l'agenda 2026 de la réunion des deux institutions de Bretton Woods? Pourquoi aujourd'hui c'est important?
C'est très, très important parce que quand même, les pays émergents, c'est le moteur de la croissance mondiale. On sait très bien qu'en Europe, aux États-Unis, les marges de croissance sont limitées. Les pays développés sont très, très limités. Donc, qu'est-ce qui tire vers le haut la croissance mondiale? C'est justement ces pays émergents. Le problème, c'est qu'il y a il y a un risque systémique. Donc, une crise d'endettement et d'instabilité majeure dans ces économies va quand même impacter tout le système et donc créer de la stabilité, déstabiliser tout le système financier global, mais également il y a une certaine interdépendance parce que leurs besoins de financement de ces pays, par exemple, les transitions climatiques sont colossales et donc sans leur stabilité, les objectifs mondiaux que ça concerne, que ce soit pour le climat, pour la pauvreté, etc., quand même vont être mis en danger. C'est ça qui explique l'importance de ces pays. On va revenir justement sur aussi ces éléments que vous venez d'évoquer, le climat, les infrastructures. On en vient à la dette africaine, Nabil Jlan, qui nous intéresse. Cette dette dépasse aujourd'hui 66% du PIB du continent. Est-ce que c'est un seuil critique et est-ce qu'il explique aujourd'hui le fait que ce sujet soit devenu prioritaire lors de ces réunions du FMI et de la Banque mondiale? Oui, pour les pays, il faut expliquer que les pays riches, quand même, ils ont certaines marges. Ils ont une stabilité économique et politique qui permet d'absorber les chocs. Par contre, si on parle des pays africains, nous savons très bien que les marges de manœuvre sont très, très limitées et par conséquent, l'instabilité de ces pays et surtout la dette va limiter au maximum leur marge de manœuvre, justement pour le financement d'un certain nombre d'éléments importants, essentiels, prioritaires, qui permettent l'amélioration de leur niveau de vie. Et par conséquent, le renchérissement de la dette africaine va créer des problèmes sociaux qui vont par la suite se répercuter sur la stabilité politique et donc générer d'autres problèmes liés à l'économie. Donc, on va rentrer dans un cycle vicieux. Et on a déjà vécu cela. C'est pour cela le FMI, pour prévoir ce type de problème, il a quand même mis la discussion et la gestion de la dette africaine au cœur de ces discussions, de ces réunions du printemps de Alors, 2026. on parle justement souvent de la dette en oubliant les intérêts de la dette. Certains pays africains consacrent un énorme budget, justement une grande partie de leur budget, pour payer les intérêts de cette dette. Donc la question se pose, vous l'avez évoqué brièvement, est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays africains, dans le continent, cette dette est utilisée à bon escient pour les investissements, le développement, la croissance, ou est-ce qu'il y a encore des pays où cet argent, cet endettement est consacré aux dépenses étatiques et aux charges de l'État? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'au lieu d'orienter ces dépenses vers les secteurs qui vont permettre à ces pays africains d'échapper à ce qu'on appelle, ils l'orientent vers le paiement des services de la dette. Et donc, si on continue dans ce sens-là, on aura du mal justement à trouver des financements pour justement le développement, pour financer les infrastructures, le climat, etc. On sait très bien que, par exemple, pour les problèmes de climat, le changement climatique, l'Afrique n'est pas vraiment responsable. 60% de l'émission de gaz à effet de serre est émise par les pays, par l'Union européenne, les États-Unis, l'Inde et la Chine. Si on prend en considération le G20, on parle de 85%, alors que l'Afrique, c'est moins de 3%. Le problème qui se pose, c'est que justement,
ces pays ne sont pas responsables de ces crises financières, mais avec le renchérissement de la dette, ça va être difficile qu'ils trouvent des financements pour justement limiter l'impact de la crise climatique sur leur niveau de vie, mais également d'investir dans les infrastructures. On sait que pour la croissance et pour améliorer une vie des Africains, il y a un besoin colossal de financement des investissements. Maintenant, il y a certains pays quand même qui consacrent une grande partie de leur budget pour le financement du service de la dette. Je rappelle qu'au niveau international, quand même, que le service de la dette est passé de 2% du PIB au niveau mondial en 2022 à 3% en 2026. Donc, la vitesse d'augmentation du service de la dette fait peur. Et surtout lorsqu'on zoome sur le continent africain, c'est encore plus dangereux, comme j'ai dit au départ, parce que les pays développés ont d'autres marges de manœuvre. Donc, selon vous, Nabil Jlan, on ne peut pas dissocier la dette, notamment la dette africaine, des projets de développement et notamment dans les infrastructures, dans le changement climatique qui sont aujourd'hui cruciaux pour le continent. Oui, bien. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parce qu'il y a une Je coupe disais, de son, s'il vous donc, plaît. selon vous aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le sujet de la dette africaine du développement des infrastructures, des investissements dans le climat, le changement climatique. Aujourd'hui, c'est indissociable. Mais bien sûr, parce que le besoin de développement en Afrique, surtout le besoin en termes de financement, est très, très important. Avec le développement, avec l'augmentation des taux d'intérêt, donc l'augmentation des services de la dette, les pays africains auraient moins de marge de manœuvre pour financer justement le climat, pour faire face au changement climatique et pour financer les infrastructures. Et par conséquent, on va créer encore plus d'écart par rapport à la croissance et au développement. L'Afrique a besoin de plus de financement pour financer son développement, alors que dans le contexte actuel, on crée plus de besoins pour financer le service de la dette. Et comme j'ai dit avant, on va encore renforcer le cycle vicieux en Afrique et on va créer plus de pauvreté, créer plus de problèmes et on va avoir encore plus de besoins de financement. Par conséquent, on va demander plus de dettes et par conséquent, euh, peut-être on va rentrer, on serait, et c'est le cas pour quelques pays, on va rentrer dans un processus de restructuration de la dette, etc. On sait très bien que lorsqu'on rentre dans ce type de processus, la note des pays baisse et par conséquent, ça pénalise l'attractivité des financements et ça renforce encore plus ce cycle vicieux. Voilà, donc c'est pour cela la relation avec le développement est étroite et c'est pour cela que conscient de ce problème, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ont mis sur la table, ils ont même dû réviser l'agenda de leur réunion pour justement faire face à ces nouveaux enjeux. Alors justement, quelques chiffres peut-être, Nabil Jlan. Plus de 20 pays africains sont en situation de surendettement selon les critères du FMI et de la Banque mondiale. La dette africaine est passée de quelques 1000 milliards de dollars à 1800 milliards en l'espace d'une décennie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer, c'est alarmant, ces indicateurs sont alarmants pour l'économie, pour les économies africaines? Oui, tout à fait, parce que ce qui fait peur, c'est la vitesse d'augmentation de la dette. Au-delà des chiffres, les chiffres que vous avez présentés sont très, très importants, mais la vitesse d'augmentation de ces chiffres qui fait peur. On anticipe déjà une certaine détérioration des équilibres financiers dans un certain nombre de pays africains. Il y a déjà des négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour avoir de nouveaux crédits. Pas facile pour tous les pays d'avoir ces financements-là. C'est pour cela que le Fonds monétaire international s'inquiète déjà de cette situation. Vous savez, le problème de financement et de la dette en Afrique a été toujours un problème de développement et de création de plus de pauvres en Afrique. C'est pour cela, moi je crois que
avec la vitesse, les chiffres que vous avez présentés montrent que si on continue dans cette tendance-là, au bout de 2030, peut-être on va se retrouver avec quelques pays africains qui vont déclarer cessation de paiement. Le problème qui se pose, lorsque vous avez dans une région un pays qui déclare cessation de paiement, ça fait une propagation de la crise vers les autres et donc ça crée un problème de financement sur tout le continent africain. À un moment, on demande plus de financement déjà pour financer les anciens crédits, mais également pour réduire l'écart de développement avec les autres continents. Donc c'est pour cela ce problème est crucial et je crois que sa résolution dépend de deux variables. Le premier, c'est la capacité des pays africains à mobiliser des ressources internes, mais également la durée de la crise, surtout au Moyen-Orient. Si la crise dure dans le temps, je crois qu'on aura une crise d'endettement sur le continent africain et il fallait l'intervention de ces institutions internationales pour revoir les conditions de financement, mais également pour négocier avec les autres créanciers sur le continent, par exemple les banques d'affaires, etc., pour qu'ils viennent en aide à ces pays et éviter qu'on se retrouve dans la situation 2022 et la situation d'avant-crise. Merci. Nabil Jedlan, je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques à l'ENCG Tanger. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.